Tant que les lapins n'ont pas d'historien, l'histoire est racontée par les chasseurs. When I read A People's History, I felt like somebody was finally speaking my story, giving me a space in the curriculum, giving me a space in the history. Our children are instructed from propaganda tracts like those of Howard Zinn that try to make students ashamed of their own history. The fascists were evil. Therefore, we were good. After the war, thinking about the war, I concluded, yes, the fascists were evil, but we were not good. Bah bonjour déjà, bienvenue. Bonjour. Du coup nous trois on fait partie des Pipelettes du Concorde, qui est du coup un collectif ici au cinéma Le Concorde à Nantes. En fait on regarde des films du coup en avant-première, ensuite on prépare des interviews quand on reçoit les personnes de l'équipe du film. On fait également des podcasts, des critiques qu'on sort ensuite sur les réseaux sociaux. Bon, voilà, tout plein de choses du coup autour des films qui sortent. Et aussi, souvent on essaie de ne pas faire des grosses sorties nationales et plutôt des films qui sont peut-être un peu plus confidentiels parfois. C'est pas le cas celui-là. Non, voilà, je suis là justement, on s'est dit film à gros budget Voilà. pour une fois. Énorme budget. Hollywood. Non mais voilà, mais du coup aussi parler de films qui sont, qui nous intéressent, qui nous parlent et dont on a envie de parler. Voilà. Du coup, on a vu effectivement samedi dernier le film qui s'appelle donc Howard Zinn, une histoire populaire de l'Amérique, le volume 2 sur 3, si je ne m'abuse. Je pense que tous les trois, assez unanimement, on a beaucoup apprécié. Vous étiez pas obligé. On n'a pas apprécié. Sincèrement, on a réellement beaucoup aimé. Et du coup, voilà, on a préparé cette interview. On avait quelques questions à poser, dont la première qui sera posée par Léonard. Du coup, une question assez simple quand même, c'est qu'est-ce qui vous a amené dans le monde du cinéma et notamment du coup du documentaire Il faut que je remonte au début. Le cinéma lui-même, parce qu'en fait, moi, j'ai fait des études de cinéma. J'y connaissais rien quand j'ai commencé mes études de cinéma, mais ça m'intéressait. Et puis j'ai eu envie de faire des films en voyant les films des autres, en fait. C'est comme ça que ça s'est passé, en voyant des tas de films. Je bouffais des films toute la journée. Et des vieux films, des films plus récents, et puis ça m'a donné envie. Et puis après, je me suis posé la question de comment faire. Et là, c'est quand même plus compliqué, parce qu'il faut de l'argent, il faut apprendre la technique, il faut apprendre plein de choses. Et là, ça a mis un certain temps, mais j'ai commencé à faire des films il y a 30 ans exactement, des courts-métrages. Voilà. Et puis petit à petit, j'ai été assistant réalisateur, notamment pour des fictions. J'ai été monteur, et de fil en aiguille, j'ai fini par pouvoir faire des films documentaire, parce que c'est là où on a, je pense, le plus de liberté et où on arrive le plus à faire comme on fait, c'est-à-dire de façon assez autonome. Okay. Si je peux simplement du coup revenir sur ce que vous venez de dire, vous venez de dire que du coup les documentaires c'est là où selon vous on a le plus de liberté. Pourquoi est-ce qu'on aurait plus de liberté sur un documentaire que par exemple sur une fiction ? C'est une bonne question, mais en même temps ma réponse n'était pas bonne parce que c'est pas tout à fait vrai. Je veux dire que je pense qu'il y a beaucoup de films de fiction dans lesquels il y a beaucoup de liberté. Et d'ailleurs, il y a la liberté qui est liée au fait que ce soit de la fiction aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que pour produire des films, il faut énormément d'argent pour faire de la fiction quand même. Et que quand on fait du documentaire, on arrive à le faire avec moins de moyens. Et finalement à trouver des écritures qui sont quand même des écritures originales, que c'est pas forcément documentaire, ça veut pas dire reportage, ça veut pas dire documentaire télé, ça peut être aussi une forme de narration, une forme de création que je trouve assez satisfaisante quand on a le temps de le faire. Et en fait, moi j'ai eu le temps pour faire les films, quoi. D'ailleurs ce film on a mis 10 ans à le faire. Le livre d'Howard Zinn, il n'est pas super connu en France. Et du coup, on s'est demandé déjà comment vous l'avez connu et comment vous avez vécu votre première lecture. Alors, le livre, il a été un best-seller aux États-Unis, mais dans les années 80. Il est sorti à ce moment-là aux États-Unis. C'est vraiment devenu un livre de référence sur l'histoire. C'est la première fois que quelqu'un, un historien, racontait une somme comme ça, c'est-à-dire 500 ans d'histoire des États-Unis,
en le racontant par en bas, c'est-à-dire par les luttes ouvrières, par les femmes, les Noirs, les Amérindiens, enfin par une façon qui était de raconter l'histoire pas habituelle. C'était pas les grands mythes, voilà. Il démontait un peu les grands mythes. Et donc ça a été un choc aux États-Unis. Mais nous, pour le voir, pour avoir ce livre en France, il a fallu attendre les années 2003 pour qu'un petit éditeur, tout petit éditeur marseillais qui s'appelle Agone Édition, fasse une publication en français. Et là, on a découvert, moi j'ai découvert ce livre à ce moment-là. Daniel Mermet, avec qui j'ai fait le film, qui est quelqu'un de la radio, qui fait beaucoup de radio, mais qui a fait une émission fameuse qui s'appelle Là-bas si j'y suis et qui était sur France Inter. À l'époque, l'a interviewé déjà à la sortie du livre. Et c'est à ce moment-là que voilà, il a commencé à le connaître. Et puis moi, plus tard, ensemble, on est allé filmer Zine en 2009, après avoir lu le livre. Mais moi, le livre, il m'a bouleversé parce que c'était... moi, je connaissais les États-Unis comme tout le monde, un peu comme quelque chose qui était beaucoup lié au cinéma, d'ailleurs. À tout ce que le cinéma nous avait raconté sur l'histoire des États-Unis, les westerns, enfin bon, toute une histoire des États-Unis. Et en fait, là, j'ai découvert quand même une partie des États-Unis que je ne connaissais pas si bien que ça, quoi. Voilà. Du coup, on peut dire d'une certaine manière que le film est une adaptation du livre. Un peu, mais pas tout à fait, parce qu'en fait, on est parti des entretiens que Daniel Mermet a fait, que j'ai filmé autour de Howard Zinn à Boston, et puis on a continué à le filmer quand il est venu en France. Donc on a de grosses interviews avec lui, passionnant autour d'une question qu'on lui a posée, et qui était une question que lui-même il posait souvent aux gens. C'était comment en êtes-vous venu aux idées qui sont les vôtres aujourd'hui? Alors, quand tu es jeune, peut-être tu peux déjà commencer à répondre à la question, mais alors quand tu commences à avoir un certain âge, il faut vraiment réfléchir pour pouvoir répondre à cette question. Parce que c'est très long de comprendre comment tu arrives aux idées qui sont les tiennes, tu vois. Ça vient de ton expérience, de tes lectures, etc. Et en fait, au final, moi, quand j'ai commencé à monter ce qu'on avait, on était parti surtout de la vie de Howard Zinn, qui lui est quelqu'un qui a vécu avant d'être historien. Il a quand même, tu vois, c'est quelqu'un qui vient de la classe ouvrière, qui a été pauvre dans sa jeunesse, dans son enfance, et puis qui après a été bombardier pendant la guerre. Donc il a vécu des choses énormes. Et après, il a été aussi prof. Son premier poste de prof, c'est dans les années 60, dans le sud des États-Unis, où il y avait la ségrégation. Et il a été prof dans une école de femmes noires. Donc il a vraiment participé au mouvement des droits civiques, tu vois, juste après Rosa Parks et Martin Luther King. Donc lui, il a vécu ça. Et donc sa vie traverse l'histoire des États-Unis. Donc est-ce que c'est une adaptation du livre? Le film est à la fois un entretien avec lui autour de sa vie et de sa vision de l'histoire, et à la fois on va puiser dans l'histoire des États-Unis et donc dans son livre pour raconter un film en 3 parties. Alors déjà, on en a fait une il y a 10 ans, qui faisait plus d'1h30. Celui-là, il fait 1h52. Et le troisième, je ne sais pas combien de temps il va durer, mais au final, ça fera quand même un film de quasiment 5h30, 6h. Et malgré tout, il manquera encore des choses. Parce que le livre, c'est énorme, quoi. C'est 500 ans. Et il y a 700 pages dans le livre. Hein, donc, Ouais, du coup, comment vous avez géré aussi le côté adaptation et reprise du format vidéo Nous, on n'a pas vraiment adapté page par page. On a plutôt suivi les récits de Zinn. Et après, quand il est mort, on a continué à faire de la recherche d'archives. Donc, on a énormément fait de recherche d'archives. On a beaucoup trouvé des images. Alors, des fois, dans le premier film, il y a beaucoup de choses très rares parce que c'est des périodes qui étaient peu documentées. Et puis, on en a trouvé sur place aussi. On a des documentalistes qui ont travaillé pour nous, ici, sur place. Ça a été un gros travail, les archives vidéo. Ça. Et en même temps, on a aussi fait plusieurs tournages aux États-Unis depuis. Après sa mort, on en a fait 2, et là on compte encore y retourner, pour aller, ce que vous avez vu dans le film, des situations dans lesquelles on est sur place et on trouve des choses, c'est un peu du reportage par moment, des surprises en fait. Et ça c'est irremplaçable, quoi, par rapport à un documentaire où il n'y aurait que des archives. Ça nous permet d'avoir un film beaucoup plus vivant, dynamique, et qui joue plus avec ce que les gens, eux, perçoivent sur place, comme on voit ces femmes dans le film qui ont fait le petit musée à Scottsboro, ou cette amérindienne à la fin qui était une grande surprise pour nous, Chenet, qui nous fait du Zinn sans le savoir. Du coup, là, justement, en fait, je pense qu'on a un peu déjà répondu à la question, peut-être du coup avec les témoignages des
les témoignages qui ne sont pas dans le livre, mais parce que j'allais demander qu'apportent les images en plus du livre, mais peut-être déjà effectivement ces témoignages-là, et Non, après mais une manière de raconter différente. Ah oui, c'est une bonne question parce que c'est pas du tout le même genre de récit quand tu fais un film ou quand tu écris un livre. Alors évidemment, Zine, il a une écriture assez simple, hein. Il n'est pas difficile à lire, c'est pas un universitaire jargonneur. On comprend quand tu peux le lire comme je vous conseille, hein, c'est vraiment facile à lire. Et après, nous, on a les interviews, mais on a aussi une façon de raconter avec Daniel Mermet, qui a fait beaucoup de radio, qui a un ton qui est très connu par les gens qui suivent ses émissions, mais il y a une façon un peu ironique de raconter qui est propre à notre film. Et puis on cherche des façons de raconter au-delà du commentaire, parce qu'il faut trouver des situations. Il faut qu'au bout d'un moment, dans un film, contrairement à un livre, c'est pas aussi systématique. Tu as des moments où tu en as marre d'avoir trop de... Enfin, tu vois, il y a une question rythmique aussi. Tu en as marre d'avoir des images trop archives. Au bout d'un moment, tu as besoin de quelque chose qui s'échappe un peu dans le réel. Et puis, on essaye d'alterner. Et donc ça détermine un petit peu le genre de récit qu'on fait et le genre de montage qui va... Moi, comme je suis monteur, en plus, je travaille énormément sur le montage pendant des années. Mais on travaille en réécrivant le commentaire, etc. Et donc tout ça, c'est de l'adaptation, mais si tu veux, c'est quand même spécifique. C'est quand même, on essaie de faire du cinéma. Le documentaire est une co-réalisation. Vous êtes avec Daniel Marmet et on s'était demandé comment s'était réparti le travail d'écriture et de réalisation entre vous deux. Eh ben, en fait, d'abord, on a tourné ensemble, c'est-à-dire les entretiens, c'est lui qui les mène, moi je filme. Et après, on a quand même un travail, ça fait longtemps, on avait fait déjà 2 films avant celui-là ensemble. On a fait un film qui s'appelle Chomsky et compagnie et le premier volume de Howard Zinn. Donc, et puis on a fait d'autres choses ensemble, et donc on a quand même une pratique d'écriture qui s'est améliorée avec le temps aussi, parce que lui il venait de la radio, moi je viens du cinéma, il fallait trouver des choses, il a des habitudes aussi qui sont liées à la radio, donc lui il a compris comment ça fonctionnait au niveau des rythmes et tout ça au cinéma, et on écrit en fait, on fait une grosse documentation, c'est-à-dire que sur chaque sujet on travaille énormément à la fois avec Zinn, mais aussi en allant chercher de la doc. Tu vois, on a une documentation de 400 pages à peu près, hein, sur l'ensemble et on continue à chercher tout le temps. C'est-à-dire qu'on vérifie déjà nos infos, on fait un vrai travail d'investigation, parce que tu ne peux pas dire un truc. Il faut même Zinn, on le vérifie en fait. Et on ne le prend jamais à défaut, mais on le vérifie parce que c'est prudent de vérifier si ces chiffres sont toujours bons, etc. Et on s'aperçoit que c'est quand même assez sérieux. mais on vérifie, puis il y a des idées qui nous intéressent, donc nous on va plus développer une idée qu'une autre. Des fois, c'est même des digressions par rapport à Zinn, mais on reste un peu dans l'esprit, mais c'est pas forcément du Zinn. C'est nous qui apportons un regard. Et dans l'écriture, en fait, la difficulté, c'est de faire un va-et-vient permanent entre les images qu'on trouve, les images qu'on a tournées et le commentaire. C'est un va-et-vient. Tu peux pas juste te dire, bon, tu fais un commentaire et puis après tu illustres. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu montes, tu dis, tiens, là, il faudrait dire ça. Ben, tiens, là, les images le disent, j'ai pas besoin de le dire. Des fois, c'est redondant, des fois... Et là, il y a un truc spécifique dans ce deuxième film qui est encore plus que dans le premier, c'est qu'il y a beaucoup d'images qu'on a utilisées qui sont des images qui sont issues de la propagande américaine, de la propagande de guerre. Par exemple, quand on montre un film qui s'appelle The Negro Soldiers, qui est sur c'était un grand cinéaste en plus qu'il avait fait, c'était Frank Capra. Il avait fait un film pour recruter les Noirs, pour les envoyer, pour qu'ils soient un peu plus contents d'aller à la guerre. En fait, ce film, on le cite, nous, dans le film, mais on utilise cette archive, mais en même temps, on le détourne. C'est-à-dire qu'on fait un commentaire qui est critique sur le film et sur ce qu'il raconte. Donc ça, c'est aussi un contrepoint qu'on donne dans le commentaire par rapport aux images qu'on a. Merci beaucoup. Est-ce que, parce que tout à l'heure, effectivement, vous avez dit que votre passion pour le cinéma avait commencé assez jeune, en regardant tout plein de films, des films anciens, des films plus récents. Est-ce qu'il y a des œuvres qui vous ont inspiré en tant que cinéaste et également pour ce film-là en particulier ? Bon, en général, ça va de Louis de Funès à John Cassavetes, en passant par Jean-Luc Godard. Donc je pense qu'il faut quand même avoir moi, ça m'intéresse d'avoir une vision... non, mais je dis ça en déconnant, mais pas tout à fait, en fait, quand même, parce que je pense que le cinéma, c'est ça qui est génial dans le cinéma par rapport à d'autres secteurs, c'est que c'est très populaire, et savant et populaire à la fois. C'est-à-dire que c'est à la fois, tu as fait tomber ton papier, c'est pas grave. C'est pas grave. T'inquiète pas. Pas besoin. Et en fait, la question, c'est que quand tu essaies de t'adresser à des gens à travers un film, il se pose quand même cette question, quoi, quand même, de à qui tu t'adresses, etc. Si tu fais un truc vraiment que pour les universitaires, ce que j'espère qu'on n'a pas fait,
Je pense que c'est un peu chiant, même si pour des universitaires, ils vont se dire bah, ouais, mais là, j'ai pas tellement appris de choses parce que je le savais déjà, etc. Donc il y a cette notion-là. Et donc moi, dans le cinéma, j'aime bien le cinéma aussi qui est populaire parce que je trouve que c'est un point d'entrée génial et que puis même pour le plaisir aussi du cinéma, quoi, de ce qui est strictement le cinéma, c'est-à-dire quand même un art et à la fois un art populaire. Et puis j'aime aussi le cinéma expérimental, les choses plus... Voilà, Magellan peut-être, je ne l'ai pas vu, mais j'ai regardé beaucoup de films un peu... Mais ceux qui m'ont donné envie de faire du cinéma, en vrai, à l'époque, au début, c'était les cinéastes de la Nouvelle Vague, quand même, parce qu'il y avait une espèce de facilité, de semblant de facilité à faire des films, une liberté en tout cas, notamment les films de Godard du début, et puis même après, j'ai adoré Godard, moi, mais les films où on sentait qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait, y compris dans le montage. Et puis quelqu'un qui m'a bouleversé vraiment, c'est John Cassavetes, parce que lui, c'était vraiment une façon de faire où on sentait tellement la liberté transparaître. Et ça, maintenant, je le retrouve un peu dans le cinéma, ça, je le trouve encore, mais je le trouve beaucoup dans le documentaire quand même. Et tout à l'heure, vous avez dit que le premier film que vous aviez fait avec Daniel Mermet, c'était un film sur Noah Chomsky. Donc là, Noah Chomsky, après Howard Zinn, est-ce qu'il y a le projet peut-être de d'autres auteurs qui mériteraient, enfin qui selon vous en tout cas mériteraient une fresque telle que celle-ci? Franchement, c'est un peu des hasards, des rencontres de la vie. D'abord, Chomsky nous a amené à Zinn parce qu'il se connaissait, et puis que Chomsky, ça a été, maintenant il est très vieux, il s'exprime plus tout ça, mais il a été un des penseurs les plus critiques américains, qui est à la fois un grand linguiste connu pour son travail, ses inventions, et donc il a été très important dans la critique média notamment, etc., parce qu'il a écrit des livres là-dessus. Donc moi, c'est par là que je suis rentré là-dedans, et c'est par lui qu'on a connu Howard Zinn, en fait, nous, parce qu'ils avaient tous les deux été militants très jeunes contre la guerre du Vietnam, avant que une grosse partie du pays se révolte contre la guerre. Ils étaient dans les premiers. Et donc, il y avait quand même ce côté d'un peu de suivi de quelque chose qu'on avait commencé. Il y a un peu de la suite dans les idées, parce que Chomsky, on l'a filmé en 2007. On a fait un film qui a été un beau succès. Suite au débat qu'on a fait dans les salles, on est retourné voir Chomsky pour lui poser les questions qu'on nous avait posées, auxquelles on ne pouvait pas répondre. Voilà. Et suite à ça, on a fait un deuxième film qui est sorti dans le DVD. C'est à ce moment-là qu'on a filmé Zinn. Et Zinn, il y avait beaucoup de questions qui croisaient derrière des questions de Chomsky. Et donc Zinn, on le fait le premier film, et puis de fil en aiguille, je ne savais pas que ça allait durer 16 ans. Moi, je ne suis pas parti pour faire un film sur 16 ans, je pensais que j'allais en faire en 3 ans, en 3-4 ans. Bon, voilà, c'est un peu la difficulté aussi qu'on a, parce qu'on fait des films de façon très indépendante, avec une coopérative qui s'appelle les Mutants Pangé. Et donc, tout ça, c'est long à faire, en fait. Et donc, est-ce que je ferai d'autres films sur d'autres intellectuels? J'en sais rien, parce que le film, je n'ai pas vocation à faire des films sur des intellectuels. Ceux-là, Zinn, il m'intéresse particulièrement, parce que ce n'est pas un intellectuel pur. C'est quelqu'un qui, justement, est quelqu'un qui a une histoire et qui a quelque chose d'autre que simplement... Je ne pense pas que ça m'intéresserait de continuer là-dedans. Par contre, sur l'histoire, moi j'ai fait d'autres films entre-temps, j'en ai fait d'autres, mais sur des gens qui militent, des gens qui font des tas de choses, un artiste qui fait un musicien, enfin je fais d'autres choses. Mais toujours, je pense qu'il y a un état d'esprit quand même dans nos films qu'on fabrique au Mutin qui essayait quand même de trouver des angles un peu originaux sur les sujets. Mais je ne sais pas si je referai un film sur... en tout cas pas pendant 15 ans, il y a un moment il faut faire plus vite, quoi. Vous avez déjà un peu répondu, mais combien de temps vous avez mis à réaliser et à écrire le film, alors que ce soit la deuxième partie ou vous faites les 3 parties? C'est difficile à dire, mais on a commencé en 2009. Après, on a mis très longtemps à arriver à quand même, entre les 2 tournages qu'on a fait, 2009 et 2013, aux États-Unis, on a mis... voilà. Après, il nous manquait un tournage. Donc en 2013, une fois qu'on a eu ça, on a mis quand même 2 ans à terminer. Parce qu'une fois que tu as terminé un montage, il y a tout un tas de choses qu'il faut faire. De post-production, montage son, étalonnage, enfin bon, les archives, les droits, les machins, bon, c'est très long. Donc là, à partir du moment où on avait fait le deuxième tournage, il nous fallait 2 ans, donc c'est 2015. Mais en fait, on aurait normalement dû sortir le film en 2019-2020. Mais 2020, c'est une année un peu noire pour le cinéma, il y a eu le Covid, et pas que pour le cinéma. Et ça nous a fait un peu tomber, un peu le projet est tombé à ce moment-là. On a eu du mal à repartir sur le projet qu'on a un peu laissé tomber entre 2020 et 2024. Donc tu vois, il y a eu 4 ans où on a fait d'autres... Moi j'ai fait d'autres films, on a fait autre chose. Mais c'était toujours là quand même. Et puis on continue à travailler sur les archives quand même. Parce que j'ai jamais arrêté ça.
Et ce qui nous a remotivés, on peut le remercier, je dirais tout à l'heure dans la salle, c'est quand même l'arrivée de Donald Trump. Parce que Donald Trump, il est arrivé et il a remis sur le tapis tout ce qui était pour nous essentiel, mais qui était un peu oublié. Et tout le monde pensait que c'était une histoire réglée, tout ça. Et tous les thèmes auxquels s'attaque Trump, c'est des thèmes que nous, on traite dans nos films, dans les 3 films. Ouais. Donc ça nous a quand même motivés. On s'est dit, on va pas laisser ça comme ça, c'est dommage. Hein. On a des choses à montrer sur l'histoire pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer demain. Je pense que le film n'est pas prédictible, mais je sais qu'il résonne régulièrement, il va résonner sur ce qui se passe maintenant. Et ça va changer l'attitude, la perception du film va changer en fonction de l'actualité. Ça, c'est toujours le cas sur des films d'histoire. Ouais, c'est une super introduction à la prochaine question. Je crois que le premier film est sorti avant la première élection de Trump. Voilà. Est-ce que vous pensez que l'Amérique prendrait cette direction quand vous avez sorti le premier film Non, on n'a rien prévu du tout, nous. Mais on savait qu'on n'était pas... par exemple, Howard Zinn était déjà très critique sur Obama, pour vous dire. Hein. Il était déjà très critique sur Obama parce qu'il trouvait qu'il n'allait pas assez loin sur les promesses qu'il avait fait. Il pensait que les démocrates n'étaient pas très loin du compte par rapport à ce qu'avait fait quelqu'un comme Roosevelt, on en parle dans ce film-là, dans les années 30 avec le New Deal. On est déjà très loin. Mais alors là, avec l'arrivée de Trump, en fait, on va pas vraiment ailleurs parce qu'il y a un aspect de Trump qui est absolument l'Amérique. Et je pense qu'on le sent dans notre film, c'est que ça vient de quelque part tout ça. Il y a quand même une histoire de l'extrême droite en Amérique qui est quand même très forte, quoi, et qui est un peu enfouie parce qu'on l'a un peu oublié. Et donc dans le film, on en parle. Mais il y a aussi que... Il met aussi en exergue et en caricature un peu ce qui est déjà l'impérialisme américain. Par exemple, c'est pas Trump qui l'a inventé. Le fait d'attaquer l'Amérique latine, ça date de la fin du 19e siècle que ça a commencé. Donc tout ça, c'est des choses qui est des milices qui soient d'extrême droite, qui font la chasse aux opposants, tout ça. Par exemple, la chasse aux opposants dans les universités, les gens qui ont connu l'après-guerre et la chasse aux sorcières, ils savent très bien ce que c'est. C'est pas nouveau. Donc Trump, il remet en avant des choses comme ça, mais qui étaient déjà là. Après, c'est vrai que c'est assez inquiétant ce qui se passe, notamment ces jours-ci, avec l'ICE, la police, l'espèce de milice complètement dingue qui attaque son propre peuple, en fait, ses propres citoyens. Et ça devrait nous prévenir de ce qui peut nous arriver ici aussi, quoi. C'est pas que américain. Et là, juste pour revenir sur l'ICE, effectivement, vous venez de dire que du coup, c'est un peu une milice qui attaque son propre peuple, ce qui, comme on l'a vu dans le film, est quelque chose qui, en tout cas, vous l'avez mis en lumière dans le film, les différentes occurrences auxquelles ça a pu arriver. Quand, par exemple, il y avait les vétérans qui avaient fait un camp à Washington qui a été attaqué par l'armée elle-même. Après, voilà, son propre peuple. Là, vous avez parlé de la chasse aux sorcières. Effectivement, je pense à Harlem. Voilà. C'est vrai que dans l'histoire des États-Unis, il y a eu beaucoup de moments où en fait effectivement les États-Unis ont été contre les États-Unis et ça je trouve que c'est quelque chose que vous montrez assez bien. Et on le voit très bien dans le premier film parce qu'il y a eu aussi dans le premier film que vous verrez un jour, mais il y a eu beaucoup de grèves qui ont été réprimées par la garde nationale et tout, ils ont tiré dessus à Ludlow en 1912, ils ont tiré carrément sur les grévistes. Et c'était la garde nationale. Donc effectivement, tout ça n'est pas nouveau. Mais en fait, ce que montre Zinn, et qui est le plus important, peut-être s'il n'y a qu'une chose que je devais vous dire là-dessus, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est que Zinn, il met en avant ce qui est la lutte des classes, en fait. C'est un mot, un gros mot, mais aux États-Unis, c'est un très gros mot. Ça n'existe pas, la lutte des classes, pour eux. Ils pensent que ça n'existe pas. Mais Zinn, il a mis en avant ça. C'est que finalement, c'est pas juste des guerres civiles, en fait. C'est une classe dominante qui, pour garder son pouvoir et pour s'enrichir, en fait, essaye de dominer une classe laborieuse en essayant de les diviser, en essayant de jouer sur les divisions, en essayant de jouer sur les races, sur les immigrés, Ça, c'est assez classique dans l'histoire. Et en même temps, les États-Unis, c'est comme ici, mais sauf que eux, c'est très violent. C'est un pays où il y a beaucoup plus de... Voilà, c'est beaucoup plus grand, tout ça. Donc, on voit régulièrement que effectivement le pouvoir, quand il est au pouvoir, en fait, c'est une lutte des classes. Et Warren Buffett disait, on répète toujours cette phrase, il y a une lutte des classes et c'est nous les riches qui sommes en train de la gagner. Bon, je pense qu'ils ne sont pas en train de la gagner, mais en fait, en réalité, eux, ils ont une conscience de classe
Mais tous les gens qui sont, et c'est valable ici aussi, je pense que beaucoup de gens n'ont pas une conscience d'appartenir à une classe. Et c'est un petit peu le problème. Du coup, une question peut-être un peu plus légère, mais comment vous avez rencontré les différents Américains qui sont interviewés et du coup, que vous pouvez rencontrer? Bah, y a sur les 3 films, il y a des rencontres qui sont liées à Zinn directement, soit des gens qui l'ont connu, comme Chris Edge ou Chomsky, ou des gens qu'on est allé voir après sa mort aussi. Ça, on en a filmé beaucoup qu'on n'a pas forcément utilisé ou qu'on utilisera dans le 3e, qui sont des gens qui ont par exemple, quand il a été enseignant, voilà, ou des gens qui utilisent, là on voit bien le professeur Epkins par exemple, qui utilise l'œuvre de Zinn, ou des étudiants qui l'utilisent. Donc ça, on a rencontré en fonction de ça. Mais on est aussi allé voir des traces qui sont liées strictement à des histoires, par exemple l'histoire de Scottsboro Boys, ou dans le premier film de Lawrence, Massachusetts, qui est une grande grève. On allait sur place voir ce qui se passe en fait, dans les traces en fait. Scottsboro, on ne savait pas ce qu'on allait trouver. On savait qu'il y avait un petit musée, on a repéré comme ça. On avait pris un contact, mais on ne savait pas qu'on allait tomber sur cette dame géniale qui était formidable, quoi, ou ce petit rappeur qui nous a fait cette chanson. Bon, tout ça, c'est la bonne surprise. Ou alors le chasseur de canards, qui est un personnage truculent dans le film et qui en même temps raconte quelque chose de l'Amérique. Parce on sent qu'il est trumpiste. Et donc tout ça, c'était pas prévu. On n'a pas pris rendez-vous avec ce gars au bord du... Ça, c'est le côté reporter, voilà. Et donc il y a à la fois des rencontres, mais c'est très important d'aller sur place en fait. C'est pour ça que pour le 3e, on a bien envie d'y retourner, parce que même si c'est compliqué en ce moment, parce qu'il y a quand même toujours quelque chose qui s'amène, qui est amené par le fait d'aller sur place. D'ailleurs, est-ce que vous aviez des plus ou moins a priori ou des idées reçues avant Bien sûr. Justement d'aller sur place ou faire On a toujours des a priori. Et même nous qui sommes très intelligents, très malins et très documentés, on est quand même arrivé avec nos idées reçues. Et après, on les confronte au réel. Et après, par exemple, ce qu'on dit à la fin du film, quand on rentre dans ce... Je ne dévoile pas pour les gens qui sont là, qui n'ont pas encore vu le film, mais je ne spoile pas. Mais il y a quand même des visites dans les parcs, tout ça, où on pense un peu, grossièrement, on se dit on va tomber sur des guignols qui nous font du Disney. Et en fait, on se rend compte quand même que quand on voit... Mais ça, c'est vrai, ça devrait nous servir de leçon tout le temps, d'ailleurs. On a toujours des a priori, y compris sur les gens à côté de nous. Et puis quand on creuse un peu et qu'on leur pose des questions, qu'on prend le temps en fait de poser des questions, on s'aperçoit que c'est pas si caricatural que ça. Et je pense que c'est vrai aussi pour les gens qui ont voté Trump. Hein. Je dis pas ça que pour... Il faut faire gaffe quand même à la caricature des peuples quand on les voit de l'extérieur. Pareil, en Iran, il ne faut pas croire que c'est un peuple actuellement qui est tout à fait unanime, que tout le monde est pareil. Enfin, quand on parle du peuple vu de l'extérieur comme ça, ou même nous du peuple en France, ça veut rien dire, quoi. Il y a des tas de... Voilà, c'est une formule, quoi. Est-ce que vous pensez que votre film va être diffusé aux États-Unis? Alors, le premier a été traduit et on a fait une voix off américaine. Donc, ça nous a permis de le diffuser largement. On a fait des projections, mais en fait, c'est plus compliqué, les salles. Je le dis toujours, en France, on a un réseau de salles indépendantes comme ici au Concorde, c'est exceptionnel. Il n'y a qu'en France qu'il y a ça. Des salles à réessayer, et de trouver une salle comme ici qui diffuse ce genre de film, vous n'en trouvez pas dans les autres pays, en fait. C'est parce qu'il y a un système en France qui est d'ailleurs une conquête contre l'arrivée du cinéma américain après-guerre. Ça, on pourra en parler, on pourrait faire une interview que là-dessus. Mais en fait, aux États-Unis, il n'y a pas ce réseau de salles. Mais nous, on a quand même trouvé une façon de bien diffuser par la VOD, par la vidéo à la demande, parce qu'on a un distributeur qui s'en est occupé, et on a fait un carton. Sur le premier, il est encore énormément diffusé. Si bien que notre distributeur nous dit que c'est exceptionnel, les chiffres qu'il a fait. Alors, nous, ça nous a rapporté un peu de sous. C'est le seul revenu qu'on a eu pour fabriquer la suite, parce que ça, c'est très important. Ça, une souscription, parce qu'on n'a pas d'aide, a priori, pour faire nos films. Et donc, ça a été un revenu important. Donc, est-ce que le troisième sera aussi bien diffusé? On est en train de fabriquer la version américaine, là, et j'espère qu'elle sera aussi bien diffusée. Enfin, le deuxième, pardon, et le troisième aussi. Ce qui s'est passé avec Howard Zinn quand il a sorti son livre, c'est qu'effectivement, l'histoire était enseignée d'une certaine manière aux États-Unis. Et lui, avec son livre, justement, a démontré que peut-être il y a une autre façon de la voir et de l'appréhender. Je pense qu'on est tous les trois sortis du lycée il n'y a pas si longtemps que ça. Et effectivement, du coup, on a aussi eu des cours d'histoire où l'histoire parfois va être enseignée effectivement d'une manière qui est assez...
neutre, ça peut jamais vraiment être neutre, mais en tout cas voilà, qui est assez officiel, assez cadré. Et justement, est-ce que vous pensez que voilà, en France, enfin, non, en fait, je mélange la question d'après. En fait, je mélange cette question et la question d'après. C'est chiant une caméra sur le. Non, mais excuse-moi. Non, du coup, est-ce que vous pensez, voilà, que du coup, là, on enseigne en tout cas l'histoire d'une certaine manière pour inculquer certaines choses et aussi voilà, pour que ce soit uniformisé et. Oui, tu veux dire, ouais, est-ce que ça incite est-ce que c'est possible justement d'avoir une objectivité, vous pensez, dans l'histoire, ou est-ce que ça, enfin, il y a forcément un moment de la subjectivité qui va intervenir? Excellente question, c'est fondamental parce qu'en fait c'est la question vraiment du. En fait c'est vraiment la question la plus importante, c'est que en fait le problème c'est que beaucoup d'historiens font croire qu'ils sont objectifs, quoi, qu'il y a une sorte d'objectivité, c'est-à-dire qu'il y aurait une espèce de vision de l'histoire qui peut être que comme ça, quoi. Il n'y en a pas d'autre. En fait, c'est très important de dire qu'il y a une vérité historique, parce qu'il y a quand même une vérité des faits. C'est-à-dire que les faits, on doit tous avoir la même vérité sur les faits. Si on commence à discuter les faits, tu ne peux pas faire d'histoire. Mais si on est d'accord sur les faits, c'est-à-dire qu'on a, avec le recul, l'histoire, sur l'actualité, c'est pas possible, hein. Mais sur l'histoire, c'est possible d'avoir un recul sur les faits, parce que c'est documenté, parce qu'il y a des techniques pour croiser, témoigner, vérifier. Il y a des choses qu'on ne sait pas bien. Par exemple, les chiffres. Hein. Les chiffres des morts, tout ça, on n'est jamais très sûr. Il faut toujours être très prudent. Même avec le recul. C'est très difficile de compter les morts. Mais par contre, dans une grève, dans une guerre, voilà. Par contre, les faits, on est à peu près d'accord sur les faits. Après, c'est vraiment la façon dont on les présente et la façon dont on lit tout ça entre eux. Et comment, de quel point de vue on le raconte. La plupart des historiens le font en disant, nous voilà, c'est la version officielle en fait. Et le pouvoir manipule ça, parce que le pouvoir a besoin d'un récit, ce qu'on appelle en France le roman national, par exemple. Bon, on a besoin d'un récit qui correspond en général à une époque et à un discours politique du moment. Par exemple, pendant la guerre de l'Algérie, on ne racontait pas du tout l'histoire comme on la raconte maintenant, etc. Bon, alors évidemment, pendant les guerres, on est en maximum de propagande. Enfin, je veux dire que même pendant la guerre d'Algérie, on ne racontait pas l'histoire d'avant de la même façon, y compris l'histoire des Gaulois. Enfin, je veux dire, il y a toujours une influence de l'époque sur la façon dont on raconte l'histoire. Et aujourd'hui, c'est vrai, évidemment, quoi. Et donc, la force de Zine, que je trouve l'intérêt de Zine, c'est que c'est quelqu'un qui dit d'entrer dans le bouquin et dans toutes ses interventions, je ne suis pas objectif, je vais vous parler de mon propre point de vue, de qui je suis, par rapport à d'où je viens et par rapport à ce que j'ai lu, etc. Et donc, il annonce la couleur. Et c'est ça qui est assez honnête et génial dans son travail. C'est qu'il annonce direct cette couleur. Et en fait, on comprend très vite qu'on ne peut pas être neutre, comme il dit, on ne peut pas être neutre dans un train en marche. Et d'ailleurs, ça me fait penser au fait que, effectivement, dans le film, vous exprimez le fait que quand on lui pose, il aime également parler, en tout cas de là où il vient, de ce qu'était son enfance, de ce qu'était son adolescence, voilà comment il a grandi. Et pour ensuite expliquer, moi j'ai vécu telle chose et ça m'a permis de comprendre ça ou de penser à ça, ce qui alors je ne suis pas très très calé en histoire non plus, mais en tout cas effectivement ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'historiens qui vont dire effectivement moi j'ai vécu ça et c'est pour ça que maintenant je vous parle de ça. Ils vont juste dire j'ai fait des études sur ça, je vous parle de ça. Mais c'est vrai que lui, j'ai l'impression, mélange également, en tout cas de la manière dont c'est présenté dans le film, mélange son histoire personnelle avec l'histoire des États-Unis et pour permettre justement d'exprimer ce qu'il a envie d'exprimer. Alors, nous, on le fait dans le film parce que nous, on croise deux façons de faire. Mais dans son histoire populaire des États-Unis, il ne le fait pas. Hein. Par contre, il le fait dans un autre bouquin qui s'appelle Impossible Neutralité, qui a été traduit aussi par Agon. Enfin, qui s'appelle, c'est l'édition, c'est un petit bouquin que je conseille, où il raconte plus sa biographie d'historien. C'est une autobiographie d'historien. Où là, il raconte vraiment de façon beaucoup plus subjective, parce que là, il raconte des choses qu'il a vécues, parce qu'il a traversé l'histoire entre, comme je vous ai dit, entre les années 30 et la guerre, en gros, au moment où il raconte ça, la guerre du Vietnam, donc bombardier pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc., etc., les droits civiques, tout ça, il a vécu de l'intérieur des choses. Donc là, il est plus témoin qu'historien. Mais c'est vrai que la frontière n'est pas évidente, parce que normalement... Enfin, quand il est historien, il efface son côté témoignage. Au contraire, il faut quand même qu'il aille chercher. Évidemment, il ne nie pas qu'il a un point de vue de par son passé. Par contre, sa démarche d'historien
ce n'est pas c'est d'essayer de rester quand même objectif dans sa recherche documentaire et d'essayer d'aller contre ses propres biais, parce qu'on a tous des biais, mais de pas forcément essayer de confirmer ce qu'il pense être une intuition. Des fois, c'est contre-intuitif. Des fois, l'histoire, elle montre le contraire de ce qu'on aimerait bien qu'elle démontre. Mais ça, là-dessus, je pense qu'il reste assez honnête. Et là où qui montre vraiment sa démarche, c'est qu'il raconte du point de vue des gens qui font l'histoire d'en bas. C'est un parti pris. Ça ne veut pas dire qu'il dit que ça n'existe pas, ce qu'ils ont fait les présidents, par exemple, américains, ou ce qu'ont fait les pouvoirs. Mais ce n'est pas son récit. Il dit ça, c'est déjà raconté, c'est pas moi de le raconter. Moi, je raconte une autre histoire, c'est-à-dire l'autre point de vue, celui qu'on ne nous raconte jamais, quoi. Comment, par exemple, ça s'est passé pour les gens qui sont arrivés aux États-Unis et qui étaient pauvres et qui ont commencé à travailler dans les champs, comment ça s'est passé quand ils ont eu besoin d'esclaves parce qu'ils n'y arrivaient pas, etc., etc. Il raconte ça de ce point de vue-là. Il raconte la guerre de sécession d'un point de vue qui est totalement différent que celui qu'on a l'habitude de voir. Où on nous raconte que voilà, c'est une guerre de libération, le gentil président Lincoln a libéré ses pauvres esclaves. Ça, c'est pas du tout comme ça que ça se passe en vrai. Évidemment qu'il a fait. Il a fait la proclamation. Mais il y a des raisons pour lesquelles il les a faites. Bon, je ne vais pas rentrer en détail, mais c'est une guerre quand même entre le capitalisme du Nord et le capitalisme du Sud. Donc lui, il explique ça. C'est une autre approche. Howard Zinn parle de l'histoire de l'Amérique, du coup, de sa manière subjective. Est-ce que vous avez en tête des historiens qui œuvreraient dans une relecture plus juste de l'histoire de la France ? Alors en France, on n'avait pas le problème qu'on avait aux États-Unis parce qu'on a beaucoup plus d'historiens qui ont travaillé sur ces questions-là. C'est beaucoup plus fréquent. Il y a quand même énormément d'historiens qui ont travaillé sur les luttes sociales en France bien avant, depuis très longtemps. Tu peux même regarder dans les années 20, dans les années 30, tu as déjà des travaux très importants sur... même tout de suite après les grandes grèves et tout ça. Bon, mais un travail de synthèse, comme ça, il n'y en avait pas tellement. Et justement, Agon Édition a commandé à quelqu'un comme Gérard Noiriel, qui est un historien français, ils lui ont commandé une sorte d'histoire populaire française. Et ça existe. Et donc, il a proposé une version, c'est-à-dire racontée depuis... le moment où il y a eu... Enfin, lui, il commence à Jeanne d'Arc, quoi. Bon, alors, okay. C'est un choix, il a fait des choix. Mais il y a aussi des livres je vous conseille, de Laurence Decoq, par exemple, qui est aussi chez Agon, mais pas que, et qui a beaucoup travaillé sur l'enseignement de l'histoire. Mais puis, il y a plein de livres intéressants sur l'histoire des luttes en France, etc. Très bien. Du coup, on peut dire que quand même, actuellement... On est en train de créer un embouteillage, c'est ça ? Oui, dernière question. Du coup, on peut dire que l'ambiance politique aujourd'hui va toujours un peu dans le sens des chasseurs et non pas des lapins, si on va reprendre les métaphores du film. Est-ce que vous avez un espoir malgré tout dans tout ça ? Alors moi, je suis pas là pour vous donner un espoir, mais quand même, vous démerdez. Par contre, Zinn, c'est quelqu'un qui donne beaucoup d'espoir dans son travail parce que lui, il fait un travail de... En fait, il montre quand même par tout ça que d'abord, il y a un progrès permanent sur le long terme. Ce qui est difficile à admettre à l'échelle d'une vie, même, des fois, ou d'une partie de sa vie. Parce que si tu regardes les 10 ou 20 dernières années, c'est un peu dur, tu te dis, mais c'était mieux avant, en gros, quoi. Mais en fait, c'est pas si simple que ça, parce que ça dépend de qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu compares, en fait, de ce qui était mieux avant. Ou si tu regardes, par exemple, la condition des femmes... entre les deux guerres, le fait qu'elles n'aient pas le droit de vote, qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué, qui ont changé, même si rien n'est réglé, tout n'est pas réglé, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé, donc c'est une façon de voir l'histoire, tu vois, à une échelle plus longue. Donc ça, Zinn, lui, il amène du long terme, comme beaucoup d'historiens, et ça donne beaucoup d'espoir. Et après, il montre aussi à quel point, si on le prend strictement du point de vue des luttes, que les luttes en général, les luttes qui sont très organisées, qui sont massives, organisées sur le long cours, marchent. Parce qu'en fait, les conquêtes sociales n'ont été faites que comme ça. Pas par des individus. Parce qu'à chaque fois, il y a eu suffisamment de mobilisation et d'organisation pour que en fait, le pouvoir lâche sur... Parce qu'en fait, tout simplement, la masse des gens est beaucoup plus importante que les gens qui profitent du pouvoir. Donc en fait, quand il y a conscience qu'on fait masse, on gagne. Le problème, c'est que le pouvoir arrive en permanence à nous convaincre qu'on ne peut pas gagner. C'est ça la grande force de la propagande. En tout cas, merci beaucoup. C'était super intéressant. Je pense que voilà, pour nous trois, on peut dire que c'était super intéressant. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps.
Il y a les séances qui sortent, on est en train un peu de bloquer Mais c'est très l'espace, bien. donc on va Eh ben, conclure. on va commenter les gens Mais en qui tout cas, sortent. merci Alors, beaucoup. Mesdames et messieurs, on aurait pu leur demander ce qu'ils avaient pensé du film précédent, mais on vous conseille d'aller voir le film suivant si vous avez encore un peu de temps. Howard Zinn, une histoire populaire américaine. Bah bon, si vous avez du temps. T'as vu, je fais la promo pour le film. C'est bien. Bon, merci à vous. En tout cas, Merci c'était beaucoup. très intéressant. Vos questions étaient super, franchement. Parfait.